Voilà, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire CCI Alsace Eurométropole. Je suis Karim Jaffour, conseiller d'entreprise à la CCI dans un pôle mutation digitale et j'ai eu le plaisir d'organiser ce nouveau webinaire sur la thématique de la transformation digitale, la clé de la performance de votre entreprise. Et pour cela, j'ai invité Jean-François Marnette, qui est le dirigeant de l'agence TISE, basée à Strasbourg, qui va vous parler de ce sujet fort intéressant. Je rappelle juste quelques modalités pratiques. Donc, on prévoit 30 à 45 minutes de présentation de Jean-François. On vous laissera du temps pour des questions à la fin de la présentation. Si vous souhaitez les poser également par écrit, vous avez un petit onglet questions. Vous pouvez poser vos questions et Jean-François y répondra à l'issue de sa présentation. La session est enregistrée, sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. Je vous enverrai le lien à l'issue du webinaire. Et puis voilà, j'en ai fini. Je laisse la parole à Jean-François. Vous avez remarqué, ce n'est pas Laura Young qui est présente, mais c'est bien Jean-François. Voilà, je te laisse la parole, Jean-François, pour la Oui, présentation. merci Karim. Bonjour à toutes et tous. Donc, oui, on va traiter du sujet de la transformation digitale, qui est un vaste sujet. Et on va essayer effectivement de vous le présenter. Alors, par contre, est-ce que Karim, tu vois toujours la présentation? Ah oui, pardon, non, la présentation a sauté, alors ouais, voilà, là c'est bon. Voilà. C'est bizarre, de temps en temps ça passe. Bon, pas grave. Bon, en tout cas, oui, c'est un vaste sujet, à savoir qu'effectivement, nous traitons de ce type de problématique. Nous accompagnons pas mal de nos clients sur ces éléments, à savoir qu'aujourd'hui, il y a malgré tout, bien sûr, une méthodologie qui permet d'appréhender tout ça, mais le prérequis est bien évidemment de s'approprier, on va dire, le contexte des entreprises qu'on rencontre, leur marché, leurs produits, etc., de façon à répondre exactement à leur contexte. Alors, on va démarrer la présentation. Bon, juste une toute petite récap de l'agence TISE. Donc, on est une trentaine de personnes. On existe depuis une quinzaine d'années, 20 ans, ça se fait un moment déjà. Et effectivement, notre singularité, c'est qu'on s'attelle plus à des problématiques d'entreprise que juste à des outils digitaux, puisque pour nous, c'est un moyen, ce n'est qu'un moyen, un moyen extraordinaire, c'est sûr, mais qu'un moyen. Le but, c'est bien sûr de répondre à des objectifs factuels d'entreprise, puisque aujourd'hui, la transformation digitale, un des gros avantages de la transformation digitale, c'est bien sûr de mettre en place des éléments de contrôle qui permettent de vérifier les performances des actions mises en œuvre. Donc, une petite définition de la transformation digitale, c'est la capacité d'une entreprise à mettre en œuvre une stratégie de développement et intégrer de nouvelles technologies digitales dans l'ensemble de ses activités. Alors, c'est vrai dans le sens où très rapidement, lorsqu'on commence à analyser ce type de projet, en tout cas ce type d'action, c'est véritablement de faire cette analyse préalable que je vais d'ailleurs aborder, je pense, assez rapidement. Donc, pour vous donner des exemples, alors ce n'est pas prendre vraiment au pied de la lettre, puisque, encore une fois, ce sont des exemples assez généraux, mais ce qu'on peut constater de façon pragmatique, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on s'attaque à ce type de problématique dans les entreprises, c'est véritablement la recherche de la performance. Quand on parle de 6 fois plus de croissance, ça fait un peu message marketing, mais malgré tout, on observe lorsqu'on trouve bien sûr les bons chemins, ou les bonnes directions de cette transition, c'est véritablement des leviers de croissance forts et encore une fois, factuellement, de pouvoir vérifier cette croissance via tout simplement des quantis tout à fait factuels. Encore une fois, c'est dans le pragmatisme et dans le bon sens, très souvent. D'ailleurs, encore une fois, le digital n'est efficace que lorsqu'il est perçu de façon, on va dire, par le regard de l'entreprise. Donc, une croissance des ventes pouvant atteindre 86%. On a déjà eu plus que ça, on a eu moins que ça. Les entreprises digitalement matures ont vu leur profit augmenter de 26%. Bon, ça me paraît un chiffre assez juste. C'est bien sûr aussi le développement de nouveaux marchés, de segments de clientèle, mais aussi même de modèles économiques, puisque ça nous est arrivé de préconiser des évolutions de modèles économiques. J'ai 2-3 petits exemples que je pourrais vous donner tout à l'heure. L'augmentation de la productivité, oui, parce qu'on étudie les flux des entreprises.
là aussi, il y a plein d'anecdotes qui permettraient de montrer. Je pourrais d'ailleurs vous en donner un tout de suite qui est très court. On a constaté dans une entreprise que les commerciaux qui couvrent une zone de chalandise française prenaient les commandes tout simplement lorsqu'ils étaient chez le client sur leur tablette, mais envoyaient les commandes par mail qui étaient ressaisies dans leur ERP. Le simple fait de s'intéresser au flux et de voir que l'ERP avait simplement un module qui permettait de déporter la commande a permis de libérer une ressource, littéralement, et de la dédier, on va dire, plutôt à la relation client, qui était effectivement de créer une relation plus humaine, et donc presque mécaniquement de générer plus de chiffres. La satisfaction client, je dirais que ça, c'est vraiment cette notion d'expérience client, que j'associerais même à l'expérience client, puisque la transformation digitale, c'est l'analyse de ce qu'on appelle l'avant, le pendant et l'après de la relation client, en sachant que, encore une fois, l'objectif, c'est d'avoir une vision très claire des choses et de pouvoir, on va dire, avoir une logique d'amélioration continue sur les leviers ou les actions qui vont être menées pour augmenter la productivité, augmenter le nombre de leads entrants, augmenter le nombre de ventes sur un site en ligne. Enfin, il y a, encore une fois, autant d'exemples que d'entreprises, littéralement. Et bien sûr, le contrôle des résultats factuels. Alors, on est un peu des psychopathes là-dessus, parce que vraiment, c'est ce qui sanctionne littéralement on va dire, la partie confiance qu'on a avec nos clients, puisque lorsqu'effectivement on commence à avoir des résultats positifs, il n'y a plus vraiment de questions à se poser. Il faut être force de proposition sur des améliorations, cette fameuse amélioration continue, et de faire en sorte effectivement que cette relation soit de plus en plus, on va dire, bilatérale. Mieux on connaît les entreprises, mieux on connaît leur contexte global, encore une fois, c'est même financier d'ailleurs. Ça permet de définir clairement la puissance de feu qu'on va utiliser pour travailler sur les différents chantiers. Alors, ça, c'est un peu les cas typiques qu'on rencontre. Je pense que d'ailleurs, vous, en tant qu'entreprise, vous reconnaîtrez des choses que vous subissez au quotidien de l'entreprise. C'est tous les écueils auxquels souvent il faut répondre, qui sont liés bien sûr à l'organisation de façon générale. Alors le manque de visibilité. Alors manque de visibilité, c'est pas l'aspect référencement naturel, mais plus le manque de visibilité par rapport on va dire, à l'avenir de l'entreprise. Oups, pardon. Les silos organisationnels, alors ça, c'est très fréquent, cette notion effectivement de collaborer transversalement dans l'entreprise et de faire en sorte que des choses ne soient pas répétées dans chaque service, alors qu'en fait, lorsque on travaille ces éléments souvent avec des outils de travail collaboratifs, ça permet d'avoir un gain de temps global qui est assez important, enfin même systématiquement important. Mauvaise intégration, là aussi, alors, on va toucher tous les sujets liés à l'entreprise. L'intégration de nouvelles ressources, c'est faire en sorte que ça soit bien fait. Alors, encore une fois, on rencontre des cas où c'est très, très bien fait. D'autres cas où il n'y a pas la conscience de l'importance de la chose. Mais lorsqu'on accueille une nouvelle ressource, c'est faire en sorte qu'ils connaissent les usages de l'entreprise, l'usage du service qu'il va rejoindre, mais aussi qu'il communique autour de lui et qui se vante, entre guillemets, de travailler dans cette entreprise pour montrer aussi une notion d'image. Donc là aussi, on touche à l'organisation, on touche à la communication, on touche à la notoriété. Tous ces éléments sont des éléments, bien sûr, sur lesquels on se penche en amont pour savoir quelle problématique résoudre. La reproduction des infos, la complexité de process, des coûts élevés qui sont souvent optimisables d'ailleurs aussi, des informations gaspillées. Enfin, je ne vais pas vous faire la lecture à l'après-vert, mais en tout cas, sur le principe, j'imagine que il y a au moins certains cas qui doivent vous parler. Dans la méthodologie, on a bien sûr, ça fait d'ailleurs quelques années maintenant qu'on travaille sur le sujet. On travaille avec d'ailleurs des instituts de recherche là-dessus et nous avons même des docteurs chez nous en management et en économie qui travaillent sur ces sujets. On a trouvé une méthodologie qui nous paraît assez efficace. Enfin, en tout cas, on le voit sur le terrain que c'est efficace. Je vais vous l'expliquer en quelques mots, c'est pas très compliqué, encore une fois. Alors, on a créé ce qu'on appelle un tisomètre. C'est une sorte de questionnaire. C'est un formulaire d'ailleurs, c'est un questionnaire qui comprend environ 200 questions, qui permet véritablement de faire un état des lieux par rapport au contexte d'entreprise qu'on rencontre. On définit effectivement cette notion de performance. Alors, ça touche aussi bien l'organisation, les finances, le digital, bien sûr, la partie commerciale, la partie marketing, la partie communication, la partie ressources humaines, de façon à ce qu'on puisse, nous, détecter quels sont, on va dire, les maillons faibles de l'entreprise. C'est ce qui va déterminer d'ailleurs la typologie de chantier qu'il va falloir prendre en charge.
Donc cet isomètre est envoyé et bien sûr commenté à la personne qui commence à s'engager dans cette action. Lorsqu'effectivement cet isomètre est reçu, on l'analyse chez nous avec tous les experts verticaux qui sont vraiment liés aux éléments que j'avais cités précédemment. Lorsqu'effectivement on analyse ces retours, on génère en fait un rapport, et d'ailleurs ça se traduit par ce qu'on appelle un radar, hein, avec on va dire une notation de 1 à 10 qui permet de voir la maturité liée à cette typologie. C'est une sorte de synthèse pour qu'on puisse bien sûr la présenter. Et lorsqu'effectivement on constate ça, on rentre dans le détail de chaque verticalité, et c'est souvent lié à des services en fait. De façon à pouvoir définir, voilà, si des écueils à corriger, les améliorations à apporter, et ça se passe à travers un atelier, bien sûr, avec les clients, de façon à vraiment creuser chaque sujet qui sont traités, enfin qui ont été détectés en termes de faiblesse par rapport à l'organisation globale de l'entreprise. Je pourrais là aussi vous donner plein d'exemples, mais le principe, encore une fois, c'est d'avoir un échange assez riche hein, sur vraiment le contexte. L'objectif, c'est que nous nous approprions vraiment cette notion de contexte d'entreprise, l'organisation, les gens, les ressources, l'usage, la philosophie, enfin, tous ces éléments, même, je dirais même l'identité d'entreprise, de façon à ce qu'on puisse commencer à générer en fait un tableau, c'est plutôt une roadmap, on appelle ça chez nous une roadmap, c'est un plan d'action qui définit toutes les actions qui devraient être réalisées. Alors les actions bien sûr ensuite doivent être priorisées, puisque le but c'est de prioriser les actions les plus efficaces en termes de résultats, c'est les premières qu'on traite, c'est souvent ce qui impose, on va dire, la chronologie des chantiers qu'on doit traiter. Et bien sûr, ce plan est suivi mois par mois, voire hebdomadairement s'il le faut. Enfin, il y a de toute façon un point hebdomadaire très léger, mais au moins un point global par mois, de façon à voir voilà ce qui a été traité le mois dernier, voilà ce qui a changé dans l'entreprise, parce que bien sûr, l'entreprise ne s'arrête pas de fonctionner. Il faut bien sûr voir aussi le contexte des événements qui se sont passés dans l'entreprise, et bien sûr, définir ce qu'on va faire le mois suivant, parce que même cette roadmap, si elle est, on va dire, suffisamment bien étudiée, on la remet en question aussi, tout simplement parce que les choses évoluent. Pour vous donner des simples exemples, en termes de prospection, par exemple, ou de notoriété, les règles des réseaux sociaux, les règles de Google notamment, changent assez fréquemment, et c'est pour nous aussi une opportunité dont il faut faire profiter à nos clients, de façon à bien sûr ne pas être absolument braqué sur le plan. Non, il faut effectivement pouvoir le remettre en cause si c'est nécessaire. Enfin, en tout cas, il faut avoir une approche un petit peu opportuniste, hein, et ce n'est pas un mot négatif dans ce sens-là, de façon à profiter quelque part des évolutions des choses. ChatGPT, par exemple, en était un. C'était une grosse évolution, ça a pas mal bouleversé les roadmaps qu'on traitait, qui étaient en cours, tout simplement parce qu'on pouvait avoir un gain de productivité dans ce sujet ou des autres. Là aussi, je vous donnerai des exemples en fin de présentation, et pas mal de choses très sympas et un peu inquiétantes aussi, mais bon, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui tous. Lorsqu'effectivement l'atelier est travaillé avec nos clients, on a vraiment une connaissance assez profonde du sujet. On réunit à nouveau nos experts de façon, c'est la phase 4, de façon à vraiment creuser chaque sujet et préconiser des solutions qui sont bien sûr analysées avec les clients ensuite. Et l'atelier numéro 2 permet de valider, on va dire, les différentes actions et leur chronologie par rapport à ce plan d'action. Alors là aussi, encore une fois, hein, souvent l'atelier numéro 2 est le sujet de plein de discussions, de débats qui sont nécessaires, puisqu'encore une fois, c'est souvent d'ailleurs le dirigeant qui, on va dire, qui acte la chose, puisque lorsqu'on traite de la transformation digitale, on traite surtout de la transversalité de tous les services. Et bien sûr, chaque service a ses problématiques, il aimerait résoudre le plus vite possible. Mais encore une fois, il faut avoir une vue bien en hauteur, de façon à vraiment pouvoir traiter les choses de façon pragmatique, encore une fois. C'est beaucoup de bon sens, une fois de plus. J'ai passé à quelques exemples. Je pense que je vais être plus rapide qu'une demi-heure. Hein. J'ai passé à quelques exemples de projets qu'on a réalisés dans l'accompagnement justement à cette transition digitale. Alors, je n'ai mis aucun nom de client pour une question de confidentialité, je pense que tout le monde le comprendra. Notre marché est national, donc on a des entreprises aussi bien, et internationales d'ailleurs, on traite aussi bien avec des entreprises qui ont leur marché national ou international. Dans ce cas-là, effectivement, c'est un éditeur d'apprentissage, qui propose des solutions d'apprentissage de langue
un très très bel historique. Ils ont, je crois, plus de 90 ans. C'est une référence en monde dans le domaine. Et leur problématique a été effectivement de passer d'un modèle de distribution physique, via des relais de vente, à un modèle digital, c'est-à-dire de la vente en ligne de ces prestations, alors en tenant compte bien sûr du marché existant et des nouveaux acteurs qui ont apparu et qui ont tout de suite, je dirais, une logique digitale où en fait il y avait un enjeu de prise, de prendre une place en tant que leader sur le marché. Et aujourd'hui, en fait, on est encore une fois dans cette logique d'amélioration continue de tous les éléments que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc, il y avait une amélioration d'expérience utilisateur pour une meilleure fidélisation, c'est-à-dire qu'en fait, là aussi, la connaissance de la cible qu'on veut toucher, et dans ce cas-là, c'est une définition des personas. Alors, les personas, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le profil de consommateur qui est susceptible de consommer les produits de nos clients. Donc, lorsqu'on les connaît très bien, on peut effectivement faire en sorte de répondre littéralement à leurs demandes et de faire en sorte que lorsqu'ils, dans ce cas-là, c'est un site e-commerce en ligne, dans ce cas-là, répondre exactement à leurs problématiques. C'est-à-dire que l'objectif, bien sûr, est sans doute, mais le digital est quelque chose de très furtif. Donc, le principe de ne pas diluer l'information, d'accéder directement à, on va dire, à la problématique évoquée par le client est un élément important. Donc, cette notion on va dire, de précision d'achat, enfin de contexte d'achat, de le mettre effectivement, enfin, de retrouver ce client dans un contexte d'achat, l'accompagner, faire en sorte effectivement qu'il consomme le produit, si bien sûr il est utile pour lui, parce qu'encore une fois, il faut avoir une approche vertueuse là pour le coup, mais aussi faire en sorte que lorsqu'il a acquis le produit, il puisse lui aussi en parler auprès de ses amis, de ses interlocuteurs. Alors tout dépend s'il s'agit bien sûr de marché B2B, B2C, ça joue beaucoup sur les personnages. Donc, de faire en sorte effectivement que ces éléments soient non seulement acquis en termes de vente, mais ne jamais lâcher la chose. Alors ça, c'est vraiment propre, on va dire, à la partie commerciale, mais ne jamais lâcher la relation client de façon à ce que le client, il devienne prescripteur et bien sûr préconise la marque et c'est un effet, on va dire, un effet de board lié bien sûr aussi à la notoriété. Alors, maintenir un site moderne, c'est l'apparence, c'est effectivement cette notion de séduction. Il faut absolument que lorsqu'on répond à une problématique d'une cible, on va dire, il faut bien sûr que l'aspect esthétique qui est très important, parce qu'en fait, on est vraiment dans une notion de perception immédiate. Je vois le site, s'il est beau, enfin s'il est séduisant, s'il est élégant, enfin s'il est bien sûr en rapport avec, on va dire, l'identité de l'entreprise, et que les clients tout de suite sont, on va dire, convaincus, enfin ils sont véritablement convaincus par l'aspect esthétique. Si un site est beau, ils vont dire wow, c'est chouette, la boîte a l'air sympa. Si le site n'est pas esthétiquement bien fait, ils vont associer cette esthétique à la qualité des prestations. Donc, il n'y a pas de compromis à avoir là-dessus. Il faut que ça réponde clairement à l'attente des gens qu'on cible. Encore une fois, dans le cas d'un e-commerce, c'est extrêmement important. Augmenter la visibilité en ligne. Alors, ce cas bien précis était lié vraiment à une sorte presque de changement de modèle de distribution traditionnelle en boutique à vente en ligne. Donc, on a traité ça comme un pure player, en fait. Donc, augmenter la visibilité fait partie des missions. C'est lié au référencement notamment naturel, bien sûr, en attirant un trafic qualifié, qui est là aussi un travail qui est on va dire, continu, puisque le but, c'est bien sûr de fonctionner sur une méthode d'A/B testing. On a bien sûr un diagnostic en amont où on sait, en tout cas, on définit l'endroit où se trouvent ces cibles. On essaie bien sûr de les contacter, ou en tout cas de prendre contact avec eux dans ces réseaux, ceux ou ces réseaux. Mais le principe est bien sûr de faire en sorte d'améliorer ces éléments, le ciblage, aussi bien la notion d'expression qui est exprimée par ces cibles, de façon à constamment avoir une logique d'amélioration. Alors encore une fois, on ne peut améliorer les choses que si on les contrôle, c'est-à-dire qu'ils sont un élément de contrôle factuel, et bien évidemment, on s'attelle sur des tableaux de bord mensuels qu'on commente, qu'on analyse, et de façon à améliorer les choses. Mise à jour du système bancaire sur les boutiques, alors c'était effectivement d'augmenter, parce qu'on s'est rendu compte effectivement que la typologie des cibles de toucher utilisait des moyens de paiement qui étaient on va dire pas particuliers, mais en tout cas qui étaient propres, on va dire, cette cible. Et le fait simplement d'avoir, on va dire, augmenté le nombre de moyens de paiement a permis presque mécaniquement d'augmenter le chiffre d'affaires.
Et stimuler l'engagement des utilisateurs à l'interaction d'un multi-quiz, c'est des opérations tout simplement de communication. Le multi-quiz, c'était une préconisation qu'on a faite pour que les clients puissent véritablement trouver exactement leurs besoins. Pour vous donner un exemple, plutôt que de dire vous cherchez une méthode de langue pour parler anglais, c'était plutôt de dire aujourd'hui, demain, vous cherchez du travail en Angleterre, donc c'était d'offrir la méthode qui permettait de maîtriser un entretien d'embauche, par exemple, en anglais, ou dans n'importe quelle langue, parce qu'il traite beaucoup de langues. Donc, cet exemple est vraiment propre à une notion d'évolution. Ça s'est fait en 3 ans. Hein. C'était assez long, puisque bien sûr, la notion d'évolution d'entreprise, on ne peut pas dire on change comme ça du tout au tout demain. Il faut être extrêmement prudent et ne pas, on va dire, ne pas prendre de risques, tout simplement. Mais il faut bien sûr cadencer ses opérations par rapport à une réalité d'entreprise qu'on découvre chaque fois et qui est différente chaque fois. Donc l'objectif là était clairement commercial, puisque le but, c'est nos quanti aujourd'hui, dans ce contexte, est vraiment lié au chiffre d'affaires et voire à la marge. Donc c'est typiquement un cas où on est dans le pure player, dans le site e-commerce, et avec des missions, on va dire, très orientées commerciales. Un deuxième exemple, alors c'est un marché aussi très particulier, B2B pur. Précédemment, le marché, c'est du B2C d'ailleurs. Ce marché B2B, c'était vraiment, on va dire, une reprise d'entreprise, une grosse entreprise qui a repris une industrie, c'est littéralement ça. Et donc, il a fallu travailler non seulement l'identité, puisque c'était vraiment une nouvelle marque qui était créée, il a fallu récupérer, on va dire, rassembler les clients qui existaient dans la précédente entreprise qui a été rachetée, de façon à ce qu'ils suivent cette nouvelle entreprise, enfin qu'ils suivent en termes de clients, bien sûr, hein, cette nouvelle structure. Mais en fait, en amont, on s'est rendu compte que les locaux qu'ils avaient utilisés, alors l'entreprise se trouve dans le Doubs, hein, et l'entreprise, enfin l'usine où ils sont situés, on va dire, avait une apparence assez vétuste, entre guillemets. Hein. C'est un site industriel qui d'ailleurs encore, il y a un projet bien sûr un gros travail, enfin un gros projet de réhabilitation de cette zone. Mais le principe, c'était malgré tout, dès à présent, dès la création, parce que ça là aussi, ça a mis quelques mois, dès la possibilité, on va dire, d'accueillir un public qui est là pour le coup international, ne soit pas surpris par le fait de rentrer dans une usine où on a l'impression qu'on vit à l'époque de Zola, quoi. Donc, le premier travail, ça paraît peut-être étrange, mais c'était effectivement de se poser la question comment est perçue l'entreprise lorsqu'on vient les voir, et ce qui a généré véritablement un chantier qui était de retransformer l'accueil, en fait de retransformer tout le parcours que devait réaliser un client pour réunir un commercial ou la direction, et de donner effectivement une image d'une entreprise qui maîtrise vraiment cette technologie, qui est une technologie très particulière, qui est l'isolation thermique et électrique. Donc, il fallait effectivement, dès à présent, être dans une notion on va dire, de séduction, et en tout cas de rassurance, on va dire, lorsque un client venait dans l'entreprise. Bien sûr, en préalable, on avait fait les sites internet, tout ça était, et la cohérence de ce design qu'on a réalisé pour ce fameux parcours client physique, est basé bien sûr sur une cohérence de leur charte graphique. Alors, je prends un raccourci énorme, mais sur leur identité. Donc, bien sûr, je regardais le site, j'arrivais à l'entreprise, j'étais bien sûr convaincu que c'était la même entreprise. Cette notion de cohérence est un énorme levier d'économie d'ailleurs. Donc, là aussi, on s'est rendu compte que assez rapidement, la volonté de la direction de cette entreprise, qui sont des gens vraiment très sympas, nous ont évoqué la problématique de la communication à l'ensemble des salariés, qui est une autre problématique souvent qui sont traitées dans la transformation digitale, et notamment la production qui se trouvait vraiment dans ces usines, hein, c'est clair. Les ouvriers qui travaillent là-bas étaient moins informés que les gens qui travaillent au bureau, bien sûr, puisqu'ils sont dans un environnement particulier de travail, avec protection, donc ils ne peuvent pas communiquer aussi bien que dans un bureau, bien évidemment. Les salles de pause étaient une alternative, enfin en tout cas une occasion d'échanger, mais qui est relativement courte. Donc on a préconisé, pour donner un exemple tout à fait concret, de réaliser des affichages, des bâches en fait, qui étaient prévus aux sorties de l'usine, puisque bien sûr, on n'avait pas le droit au téléphone à l'intérieur de l'usine, pour une question de sécurité, avec un énorme code barre,
de façon à ce qu'ils puissent accéder à une sorte d'intranet qui leur était dédié, de façon à ce qu'ils puissent suivre véritablement l'évolution de de la naissance de cette entreprise, même si c'est sur plusieurs années. Le principe, c'était effectivement de communiquer pour qu'ils s'approprient encore une fois, qu'ils soient fiers en fait de travailler dans cette entreprise. Donc, aussi bien dans le contenu que dans la mécanique, on s'est rendu compte que tous avaient des smartphones, qu'il y a eu un assez gros succès. Bien sûr, on pouvait vérifier qui venait sur le site, enfin qui, c'était anonyme, hein, mais le nombre de personnes qui accédaient à l'intranet et qui lisaient les articles et les infos qui étaient émises. Donc, encore une fois, c'était plutôt une mission aussi bien d'identité, alors à savoir qu'encore une fois, c'est une chronologie de chantier à traiter, mais là, en tout cas, on s'est occupé d'abord de l'identité, cette notion d'identité à travers le site, à travers l'accueil, à travers les locaux, mais aussi à travers, on va dire, le fait de séduire des futurs salariés, puisque bien sûr, ils ont une problématique de recrutement qui n'est pas négligeable, de séduire les salariés en faisant en sorte qu'on puisse communiquer facilement avec eux, de façon à ce qu'ils s'approprient en fait tout ça, quoi. Donc, le but, encore une fois, c'était de mettre tout ça en place, d'avoir des éléments de contrôle pour que ça fonctionne. Et bien sûr, d'ailleurs, dans cet intranet, on a évoqué d'ailleurs ce travail qu'on faisait avec l'ensemble de l'entreprise, mais aussi avec la production. Et donc là aussi, il y a même des idées qui ont été préconisées de la part de cette production pour améliorer soit des process, soit des éléments de communication. Enfin, en tout cas, ce sont des projets qui sont très transversaux, encore une fois, ou très verticaux aussi. Mais c'est souvent des successions de chantiers qui doivent être pris, en tout cas perçus de façon transversale, mais qui touchent vraiment tous les domaines. Un autre exemple, alors ça c'est un imprimeur qui a eu un gros succès sur des activités d'impression sur mesure pour, on va dire, des cartes en fait. Je ne pense pas que je trahis un secret, des cartes. Et en fait, ils avaient plusieurs activités et leur site notamment, on va dire, qu'ils présentaient leurs activités sur le site de façon globale, ce qui fait qu'en fait, ils passaient plutôt pour des généralistes que des spécialistes de chaque domaine qu'ils traitaient, ce qui était le cas. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment des verticalités, vraiment des compétences verticales dans chaque domaine, et notamment, c'était aussi dans le routage, par exemple, qui est assez éloigné, enfin éloigné entre guillemets en termes de métier de l'impression, mais c'était complémentaire à l'impression de documents, la mise sous pli et le routage. Donc, quelqu'un qui cherchait un routeur ne s'adressait peut-être pas à eux parce que, en termes simplement de visibilité, ils étaient perçus plutôt comme des généralistes que par des spécialistes dans le domaine. Donc, on a proposé vraiment une nouvelle stratégie de prospection en proposant en fait des verticalités métiers, enfin des verticalités métiers, c'est pas vraiment métier, des verticalités bénéfices clients, de façon à véritablement concentrer l'attention, et notamment pour la partie prospection, puisque là, encore une fois, la mission est très souvent d'ailleurs commerciale, hein, c'est générer du chiffre d'affaires. Donc, de façon à pouvoir effectivement avoir plus de visibilité, travailler l'identité et la perception de la marque à travers un vrai savoir-faire dans ce domaine-là, dans ces domaines-là. Et donc, ça nous a permis effectivement de travailler sur la réalisation on va dire, d'une marque globale qui englobait plusieurs bénéfices clients à travers des verticalités. Quand je dis des verticalités, c'était vraiment des sites qui parlaient de sujets. Alors pour ceux qui connaissent un peu le référencement naturel, on dit souvent une page, une expression. En fait, en gros, c'était un site, un métier. Enfin, plutôt, encore une fois, un bénéfice client. Donc, le principe, c'était de restructurer cette visibilité, surtout en ne perdant pas ce qui avait été fait avant, parce qu'il y avait quand même déjà une bonne visibilité sur leur site, on va dire, généraliste. Donc, de faire en sorte de ne rien perdre, mais surtout de concentrer véritablement concentrer l'attention des consommateurs susceptibles de consommer ce qu'ils faisaient sur des verticalités assez pointues, quoi. Donc, on a fait des ateliers de création avec eux, en faisant un diagnostic précis en amont. Enfin, bien sûr, on a dû définir ces fameux personas par bénéfice client. Alors bien sûr, avec tous les éléments, il a fallu faire des shootings photos. Enfin, bien évidemment, tout ce qui est action périphérique, elles sont faites soit avec nous, soit avec d'autres, hein, peu importe. Le but, c'est pas bien sûr de vouloir tout faire. Notre métier, encore une fois, c'est de trouver le meilleur rapport efficacité-coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il arrive qu'on intervienne dans des entreprises qui ont déjà une agence digitale et ça ne pose aucun problème. Et on les accompagne justement pour faire en sorte que, et en collaborant avec leur agence existante, de façon à ce que
connaissaient les usages, ils connaissaient la solution technique, ce n'était pas la peine qu'on reprenne tout pour perdre du temps et générer des coûts inutiles. Donc, dans ce cas-là bien précis, encore une fois, on a été confronté à un contexte qui était assez mature déjà, hein, puisque les dirigeants sont des gens qui connaissent bien le digital, mais qui avaient besoin d'une vision en fait extérieure. Et aujourd'hui, ben, on est dans cette logique, comme je vous le précisais au début, de cette notion de travail récurrent tous les mois, voilà ce qui a été fait, voilà ce qu'on va faire. Et pour l'instant, enfin, en tout cas, on n'a vraiment que des succès. Pour nous, c'est un peu un exemple, puisque on a eu un effet positif assez rapide. Et pour le coup, on a pu générer des ressources qui nous ont permis de les investir, en tout cas pour une partie, dans justement ces évolutions. Donc ça s'est quasiment autofinancé, c'était très chouette. Donc, je vais passer à un exemple suivant. Alors, un grossiste agroalimentaire. Alors là aussi, je ne peux pas vraiment rentrer dans le détail parce que vraiment c'est une très grosse boîte qui distribue des produits agroalimentaires, cible, on va dire, des sortes d'épiceries, on va dire, et de la grande distribution. Et notre travail, alors on donne des exemples, gestion efficace de leur campagne. Alors, leur demande à l'origine était de faire une analyse, on va dire, de leur maturité liée à la gestion des réseaux de façon générale. Et ça finit en fait en analyse de leur modèle économique, littéralement. Donc aujourd'hui, c'était vraiment en B2B, c'est-à-dire qu'ils préconisaient, les commerciaux, leur mission était de contacter aussi bien la grande distribution que des boutiques, en fait, hein, qui proposaient bien sûr leurs produits. On a proposé donc de s'atteler, en tout cas d'analyser profondément, un modèle de passer de B2B à B2C2B. En gros, c'est de faire en sorte de communiquer avec le consommateur pour les inciter à venir chez leur client, le client avec qui on travaillait. Donc, c'est une démarche qui est vertueuse, puisque, bien évidemment, lorsqu'on a commencé à analyser ça, on s'est rendu compte que le discours du commercial, et lorsqu'ils voyaient leurs clients, c'était de dire, bah, tiens, alors bien sûr, parce qu'on a un contrôle du résultat, eh ben, ce mois-ci, on t'a ramené 27 clients. Et bien évidemment, il y a un effet de bord très positif qui est de la fidélisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, en tant qu'entreprise, si j'ai un de mes fournisseurs qui me ramène des clients tous les mois, il n'y a aucune raison que je le quitte. Donc, cette notion de connaissance en fait du contexte et de l'organisation, et dans ce cas-là, comme c'est des gens extrêmement bien organisés, le gros avantage, c'est que c'est possible, puisque leur structure, leur organisation, leur maturité en termes d'organisation nous a permis d'approcher de cette éventualité, et tout ça est en train d'être travaillé aujourd'hui, parce qu'encore une fois, c'est quand même un parti pris assez fort, quoi. C'est pas léger, entre guillemets. Donc, encore une fois, ce contexte était très lié, contrairement aux autres qui étaient très orientés purement génération de chiffre d'affaires, ou en tout cas amélioration, optimisation du chiffre d'affaires, rentabilité, ce genre de choses. Ici, on s'est vraiment attaqué vraiment au fond du fond, parce qu'ils avaient la maturité, on connaissait les personnages, tout ça était bien fait. On a vraiment pu envisager ce genre de choses parce que l'entreprise est capable de l'encaisser, entre guillemets. Donc aujourd'hui, c'est un travail qu'on continue à faire, enfin, qu'on continue à analyser. Et bon, en tout cas, j'espère que ça va bien se passer. Mais dans ce cas-là, c'est très particulier parce que enfin, la particularité de cette entreprise, c'est qu'elle est internationale. Donc là aussi, le but était de tenir compte, par exemple, ce qui n'était quand même pas négligeable, de la culture de consommation de chaque pays. Donc là encore une fois, on traite encore un autre sujet qui est presque de la sociologie, qui est lié à la façon de communiquer avec un certain public qui a une certaine culture. Donc là encore une fois, c'est encore une autre mission. Alors, là aussi, là aussi, c'était un peu la même mécanique d'ailleurs, puisque aujourd'hui, on traite avec ce fabricant de cuisine haut de gamme qui a son circuit de distribution. Alors, quand je dis son circuit de distribution, ils ont un circuit de distribution où ils n'ont pas où leurs distributeurs n'ont pas d'exclusivité, c'est-à-dire qu'ils peuvent proposer d'autres marques, entre guillemets. Mais l'objectif, effectivement, c'était de faire en sorte, alors bien sûr, ils avaient une logique, enfin en tout cas, leur projet, c'est d'évoluer, d'augmenter le nombre de distributeurs, de couvrir les zones de chalandise qui ne sont pas encore couvertes, mais de le faire de façon bien sûr réfléchie et raisonnée. Et là, pareil, on a essayé de mettre en place une mécanique vertueuse qui sera de pouvoir prendre en charge véritablement les aspects communication des distributeurs qui souvent n'ont pas cette culture ni des fois les moyens, hein, tout simplement, de façon à ce qu'ils puissent mieux vendre. Alors là, pareil, on a organisé des campagnes de prospection
pour faire ce qu'on appelle du web to store, hein, faire en sorte que le digital serve à convaincre des clients que le revendeur respecte, on va dire, la philosophie du fabricant qui est un produit exceptionnel en termes de qualité, une installation parfaite, un SAV extraordinaire, et proposer effectivement des mécanismes qui permettent encore une fois de travailler non seulement la vente, mais aussi la prescription. Là, il y a un exemple qui est assez sympa. On a préconisé, ce sont des gens qui en fait installent des cuisines, bien sûr, enfin qui fabriquent des cuisines, mais leurs distributeurs les installent. Ils ont une garantie ils augmentent la garantie de 18 ans. La garantie est minimum légale est de 2 ans. Ils ont augmenté la durée de SAV de 18 ans. Et comme les gens en fait s'inscrivent sur leur site pour, on va dire, démarrer la garantie de leur cuisine, on leur dit au bout de 4 ans, ce serait peut-être bien de les contacter en leur disant écoutez, est-ce que votre cuisine a un problème? Est-ce qu'il faut qu'on intervienne pour faire des réparations si nécessaire? C'est un impact extrêmement puissant en termes de confiance à la marque. Alors, à savoir bien sûr que les cuisines ont de très bonne qualité, donc il y a très peu d'actions. Mais en tout cas, chaque action a été, on va dire, couronnée de succès, puisque bien évidemment, c'est comme une traînée de poudre. Lorsque vous avez des amis qui vous disent tiens, au bout de 4 ans, j'avais ma cuisine, ils m'ont rappelé pour me dire est-ce que j'ai un problème, est-ce que je dois venir pour réparer une poignée qui n'est pas super bien fixée, ça a eu un effet très efficace. Donc, ça paraît anecdotique, mais c'est cet ensemble d'idées, de mécanismes qui sont évoqués chaque mois, de façon à découvrir des potentialités fortes, hein, tout simplement. Donc, tout ça sont des choses qu'on a vécues, hein, littéralement, et qui sont un peu l'essence de ce métier, qui est vraiment de rester ouvert à tout, d'être force de préconisation et d'arbitrer les choses avec nos clients, puisqu'encore une fois, c'est un échange entre notre compétence, on va dire, non seulement digitale, mais aussi de la connaissance de l'entreprise, avec la connaissance des dirigeants et des salariés des entreprises, leur connaissance de contexte entreprise pure, quoi. Encore une fois, lorsqu'on préconise des solutions comme ça, même dans l'accompagnement digital, on n'a pas un tarif fixe, c'est vraiment lié, on va dire, au contexte qu'on rencontre. On va bien sûr pas proposer la même stratégie à des grosses entreprises on va dire, à une boîte locale. Donc, ou en tout cas une entreprise moins importante, tout simplement. Donc, c'est adapté chaque fois sur mesure à un contexte, on va dire, mettre en adéquation les ambitions et les moyens. Donc, obligatoire ou non. Alors, on voulait aussi aborder cette notion justement d'éléments un petit peu, on va dire, perturbants, puisque aujourd'hui, le fait que ChatGPT, par exemple, c'est typiquement un bon exemple, a apparu de façon publique. Bien évidemment, nous, on a démarré immédiatement un séminaire avec l'ensemble des équipes. Bon, on savait déjà que ça existait, mais on ne savait pas que ça allait être diffusé aussi largement. En tout cas, ça a été un peu une surprise. On a bien sûr organisé un séminaire immédiatement avec toute l'équipe de l'agence, de façon à voir quels étaient les avantages dont pouvaient bénéficier nos clients en utilisant le ChatGPT. On a proposé bien sûr des formations là-dedans pour que des formations, encore une fois sur mesure, hein, qui sont vraiment liées à un contexte d'entreprise en utilisant ChatGPT à bon escient. Pour vous donner des exemples, on a par exemple, ce sont des gens qui ont plusieurs restaurants là sur Strasbourg. Le dirigeant m'appelle et il me dit je suis embêté pour tout ce qui est organisation des terrasses, l'ouverture des terrasses, est-ce que tu pourrais m'aider? ChatGPT a sorti un ChatGPT Store qui permet d'y joindre des plugins, enfin des modules, on va dire. Il existe un module météo. Alors, en intégrant les adresses des restos, de ces épiceries, de faire en sorte effectivement de dire quels sont les jours les plus judicieux dans les 15 jours qui viennent pour ouvrir les terrasses, j'ai eu un rapport en 10 minutes. J'ai eu un rapport et un planning complet pour tous ces restaurants, des horaires, des dates et horaires vraiment précis, les plus judicieux pour ouvrir les terrasses. Ça a l'air bête, mais c'est très important. Pareil pour des argumentaires, pareil pour l'organisation de sujets. Enfin, un autre exemple, pour une société qui fait du traitement d'eau usée, le dirigeant m'appelle en me disant qu'il avait quelques difficultés à générer un argumentaire. En fait, cet argumentaire, j'ai pu le générer avec ChatGPT franchement en quelques minutes. Alors, je vous avoue ma surprise et mon inquiétude. C'est-à-dire qu'en fait, c'est génial et c'est horrible en même temps. Parce que
il y a des fois où c'est vraiment bluffant le résultat, et bon, il y a peu de chances que ça se dégrade, ça va plutôt s'améliorer, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un outil extraordinaire lorsqu'il est utilisé à bon escient, et c'est vraiment une opportunité qu'il ne faut pas louper. En tout cas, il faut s'y intéresser. On n'a pas vu de contexte où ça ne pouvait pas avoir une utilité, parce que bon, clairement, la rentabilité est là, hein, ça coûte 20 € par mois, et avoir un outil comme ça au bénéfice de services marketing, de communication, enfin, je passe les détails, c'est carrément important. En tout cas, il faut s'y intéresser. Enfin, c'est devenu un élément majeur, et à mon avis, c'est aussi, on va dire, c'est aussi révolutionnant que l'apparition du téléphone, hein, téléphone mobile, hein, je veux dire, ou que les emails, parce que ça aussi, ça a été une révolution à l'époque. Aujourd'hui, ChatGPT ou d'autres moyens, parce qu'il y a aussi bien sûr Midjourney, enfin tous ces éléments de traitement d'image, dans notre domaine, c'est vachement important aussi. Tout ça, il ne faut pas l'ignorer, c'est très important, et pour nos clients aussi, bien sûr. Donc voilà, alors moi je vous propose de passer aux questions-réponses. Je ne sais pas du tout combien de temps j'ai mis. J'espère que je n'ai pas été trop long. Ah bah ça va, j'ai mis 40 minutes. Donc Karine, si tu as des questions, ce sera avec plaisir. Alors, je crois qu'il y a peu de questions, je vais vérifier. Non, pas de questions. Je vais vous donner la possibilité d'ouvrir votre micro si vous le souhaitez également. Alors, attendez, juste un instant. Voilà, vous avez la possibilité de poser des questions par oral, hein, si vous le souhaitez également maintenant. Donc, n'hésitez pas. Oui, n'hésitez pas. Bon, pas de questions. Ah, j'ai été En tout cas, limpide. merci. Merci Jean-François, je pense que c'était très intéressant et complet. Merci. Merci, j'espère que j'ai pas été trop dense. J'ai pas voulu prendre trop de temps. J'ai essayé d'être un peu dans l'exemple. Mais en tout cas, bien sûr, c'est un vrai sujet aujourd'hui. La transformation digitale n'est pas qu'un mot. Elle est, on va dire, différente pour chaque entreprise par rapport à son contexte et à son marché, bien évidemment. Donc, encore une fois, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question, alors du coup, je vais engager. De par ton expérience et les projets que tu as pu mener, accompagner, les entreprises que tu as pu accompagner, est-ce qu'il y a des conseils pour engager la transformation digitale ou réussir cette transformation et réussir les actions les projets qu'on mène? Est-ce que, ouais, deux, trois pistes, deux, trois clés en fait pour. Alors oui, la première chose, c'est effectivement de n'être fermé à rien. D'évoquer des idées, des pistes. Je pourrais donner un autre exemple. Un fabricant de stations de soudage, par exemple, avait une problématique de concurrence assez accrue de la part de la Chine, qui fabriquait quasiment les mêmes matériels pour genre 10 fois moins cher. Il a senti ça très fort en termes de marché. L'approche qui a été, là pour le coup, on va dire, c'est une véritable révolution, c'était véritablement de changer de modèle économique et de ne plus vendre des postes à souder, mais de vendre des solutions, enfin, c'était un logiciel hein, qui permettait effectivement d'exploiter les fers à souder, non seulement en termes opérationnels, mais aussi en termes de statistiques, de résultats, d'efficacité, de rentabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vendaient le logiciel et ils offraient littéralement poste à souder. Donc, ça montre bien quelque part que dire à quelqu'un qui a fabriqué des postes à souder pendant 20 ans et lui dire demain tu ne vends plus un poste à souder mais tu vends un logiciel, c'est quand même assez, perturbant. Mais là pour le coup ça a été une réussite. Alors c'est pas nous qui l'avons traité, hein, je tiens à le préciser, hein, c'était pas un de nos clients, mais c'est un bel exemple en cas de réussite. Mais c'est vraiment de ne pas se retenir à tout évoquer, à tout envisager. Après, il y a une question vraiment d'organisation et on va dire, de bon sens hein, qui prône. D'ailleurs, à ce sujet,
un élément très important, c'est qu'on rencontre beaucoup d'entreprises qui en fait ont peur de tout ça. Alors ils ont peur même du digital, puisque c'est mon quotidien, hein. Je rencontre des entreprises qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, et d'un coup, un nouvel acteur du marché est devant eux sur Google et ils ne comprennent pas pourquoi, puisque ils pensent avoir une crédibilité accrue. Donc ils sont vraiment dans le doute, dans les craintes, hein, littéralement. Ne maîtrisent pas aussi tous nos acronymes et des choses insupportables qui sont vraiment du cerveau croate pour nos clients. Donc déjà, on ne parle jamais avec du SEO, SEA, CMA, etc. On parle toujours en français, très important, ou en anglais. Mais en tout cas, le principe, c'est que même quand on n'a pas de culture digitale, le digital n'est qu'une traduction de la réalité. Souvent, les idées qui sont préconisées en termes de mécanique commerciale ou marketing, on trouve, on va dire, un équivalent en mécanisme digital. Donc, le but, c'est de ne pas, on va dire vraiment l'objectif, c'est de ne pas appréhender ça de façon négative, mais au contraire, d'évoquer toutes les possibilités à nous, qui avons, c'est notre métier, d'essayer de trouver une façon d'améliorer les choses à travers cet outil digital qui, encore une fois, n'est qu'un moyen, ce n'est pas une finalité, ce n'est qu'un moyen pour, encore une fois, aboutir à des objectifs d'entreprise. Donc oui, moi je dirais ce qu'il faut surtout craindre dans le contexte de l'analyse de tout ça, c'est la peur en fait de s'y attaquer. Ce n'est fait qu'à la mesure des entreprises qu'on rencontre et il faut tout simplement, encore une fois, être assez pragmatique. Il faut faire preuve d'un petit peu de bon sens et beaucoup de pragmatisme et s'atteler, encore une fois, au contrôle des résultats. Ok, merci. Je t'en prie, avec plaisir. Bah, il n'y a pas énormément de questions, donc c'était Oui, c'est pas grave. Hein. clair. J'en profite alors peut-être pour parler de la CCI, de l'accompagnement qu'on peut proposer aussi, notamment dans le cadre de diagnostic, de diagnostic qu'on peut vous proposer de maturité digitale. Donc ça se rapproche de la méthodologie dont parlait aussi Jean-François. On a aussi, nous, des outils de diagnostic et on génère des plans d'action. Souvent, c'est dans le cadre de demandes d'aide. Donc, vous savez qu'il y a des aides qui existent au niveau de la région Grand Est et de l'Eurométropole de Strasbourg pour financer des dépenses liées au numérique. Donc, ça peut être de la refonte de site web, ça peut être de la visibilité sur les réseaux sociaux, du community management, de la création de contenu, de l'achat de logiciels de métier, logiciels de gestion commerciale, ERP. C'est vraiment assez varié dans les dépenses. Alors, il y a plus de matériel. Aujourd'hui, le matériel ne sera pas financé. Mais on est plutôt sur des dépenses immatérielles qui peuvent aller l'aide peut aller jusqu'à 6 000 € pour la région Grand Est. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter. Si me permettre, Karim, c'est une vraie opportunité. On en fait bénéficier. Alors bien sûr, il y a des conditions hein, d'obtention de cette aide. Il faut être effectivement qualifié au préalable. Mais la qualification est suffisamment large pour que ça touche énormément d'entreprises et beaucoup de nos clients en ont bénéficié. Je remercie la CCI et la région. C'est vraiment magique qu'ils puissent financer ce genre de choses parce que ça permet souvent d'engager une vraie logique positive d'amélioration qui permet véritablement de prouver que ça marche, quoi. Donc, bravo. Et puis, je tiens aussi à souligner la qualité de leur diagnostic qui est très souvent en parallèle à ce qu'on préconise. Hein. Donc, il y a une vraie culture au niveau de la CCI et de l'équipe de Karim. Ils font super bien leur travail. C'est un vrai plaisir et une collaboration active entre nous qui est fort agréable. C'est vrai. Merci. Oui, donc je vais vous mettre dans le chat l'adresse mail justement de contact. L'idée, c'est de faire un point ensemble justement sur l'éligibilité de l'entreprise et du projet ou des projets numériques, d'avoir un petit échange avant de vous recommander la meilleure solution, quoi, le meilleur dispositif. Hein. Donc l'adresse mail, c'est digital@alsace.cci.fr. Voilà, vous l'avez dans le chat. N'hésitez pas si vous avez des projets, des questions, des besoins d'accompagnement, à nous contacter. Je vois pas d'autres questions, donc je propose qu'on se quitte.
Donc c'était le dernier webinaire là pour la saison entre guillemets. On reprendra fin août, le 31 août exactement. On aura un nouveau webinaire sur, je pense qu'il sera orienté sur les réseaux sociaux, hein, sur Instagram. Voilà, je vous enverrai donc le lien du replay. Je ne sais pas si Jean-François, on peut partager la présentation ou on... Bien sûr, oui, je peux l'envoyer. Je te l'envoie si tu veux. On peut la Ouais, joindre à la vidéo, bien sûr, avec plaisir. ok. Donc je vous enverrai également la présentation de Jean-François. Vous aurez ses coordonnées, donc n'hésitez pas également à le solliciter si besoin. Voilà. Avec plaisir. Merci Jean-François, merci à tout le monde et Merci à puis tous. bonne fin de journée. Merci et bon appétit à tous Au revoir. et toutes.